Comme toujours, on commence par tirer un fil minuscule dans la conversation et toute la tapisserie vient avec. Le fil, c'est que ce matin-là, l'abonné au Monde me dit un peu sournoisement, comme toujours, il paraît que tu cherches à acheter une concession au cimetière. Et j'ai répondu en jetant un œil vers Gustave et Léon, non, je ne cherche pas à acheter, j'achète 2 ou 3 mètres carrés pour 50 ans et pour 80 euros. Déjà, ça permet de faire taire ceux qui prétendent que je vais pas rester, parce que dans les villages, quand on veut tuer quelqu'un symboliquement, on dit « Oh, vous savez, il va finir par s'installer ailleurs, il va vendre ». J'ai même vu des vieilles dames un peu chauffées par leur neveu ou leur belle-sœur qui disaient de quelqu'un « Il paraît que sa maison est déjà en vente ». Ceci dit, et je dis à Gustave, mais surtout à Christiane et Suzanne, et à Bernard, le moine guérisseur, vous allez voir pourquoi, surtout à Bernard, ceci dit, je me suis avisé tout d'un coup que je n'avais pas de concession, en effet, non que je sois malade, mais parce que j'ai assisté cette semaine à 2 enterrements. Et ils ont tous hoché la tête parce que sur les 2, il y en avait un où presque tout le monde était allé, c'est celui de la tante de notre doctoresse Thérèse, qui était une vieille dame que connaissait très bien Christiane notamment, mais je vais d'abord parler de l'autre enterrement auquel personne ou presque n'est venu, sauf moi. Ça se passait à Villeneuve, c'était une amie veuve, mon ancienne voisine du village, et 40 ans plus tôt, j'avais invité cette jeune femme à venir assister derrière moi à l'émission Apostrophe où j'étais invité moi-même pour parler d'un livre. Et le souvenir de ce voyage à Paris l'avait beaucoup marqué. Depuis, nos relations étaient épisodiques, mais relativement suivies. J'avais appris qu'elle était malade, je lui avais rendu visite, elle voulait pas trop se montrer, et donc elle est morte, comme souvent, plus rapidement que prévu. Donc je suis allé aux obsèques à Villeneuve, et bien figurez-vous que la nuit d'après les obsèques, j'ai reçu d'un lecteur par internet une seule photo du plateau d'Apostrophe, prise 40 ans plus tôt, où cette femme figurait derrière moi avec son petit brushing là, et j'ai pas pu m'empêcher de penser que c'était un message de sa part de l'au-delà, qu'elle m'adressait. Léon a dit, mais pourquoi pas, et voilà, c'était parti dans toutes les directions à propos de l'autre enterrement, auquel cette fois nous avions presque tous assisté, mais il y avait un pont entre les deux événements, c'était le vaccin, parce qu'il ne faut pas nous raconter des histoires, a dit Gustave, de plus en plus de gens connaissent quelqu'un qui est mort dans des conditions douteuses, et ils commencent à s'énerver. Mon ancienne voisine, par exemple, avait certes un cancer incurable, elle avait subi une chimio, mais elle avait fait un petit Covid léger entre-temps, et les équipes médicales avaient absolument tenu, malgré sa chimio, etc., à lui faire une dose ou deux pendant l'année de rémission, et je ne peux pas m'empêcher de penser que la rapidité de sa mort et ses thromboses à répétition, là, sont liées à ce que vous pensez et non au cancer. Mais surtout, la tante de la doctoresse, elle, qui n'avait pas de cancer, avait subi les 2 doses aussi, et paf, sans phénomène avant-coureur, elle aussi, son sort était scellé comme ça en quelques jours. Si la chose nous a frappé, si nous en avons beaucoup parlé après l'enterrement, c'est non seulement parce que cette vieille dame était charmante, mais parce que sa nièce, la doctoresse du canton, Thérèse, avait renoncé à son métier de médecin en septembre, là, à 68 ans, à cause d'un refus de se soumettre, en disant « Écoutez, je prends ma retraite, tant pis qu'ils aillent se faire foutre ». Thérèse, une femme en cheveux gris, très énergique, qui parle comme un charretier, un peu ambiguë aussi, c'est-à-dire qui vit non mariée avec un homme, un Allemand, depuis 30 ans, mais qui vit aussi avec une femme de temps en temps, puis qui est très copine avec les infirmières du coin. Cette Thérèse avait bien fait les choses pour l'enterrement de sa tante. Il y avait eu une réception dans sa maison et dans son jardin après la cérémonie. Une réception à laquelle nous avions été conviés, tous, y compris l'abonné au Monde, mais ce dernier n'était pas venu, puisque, pas à l'enterrement non plus d'ailleurs, il craignait qu'on puisse croire qu'il était un dissident anti-covidien, comme notre doctoresse, qui jugeait compromettante pour lui. Et elle se disait elle-même réfractaire, et elle disait « J'ai failli demander une autopsie de ma tante, mais j'ai renoncé, parce qu'en cas d'autopsie, ça marcherait dans les 12 heures pour un choc anaphylactique, mais là, un AVC 15 jours après, à 80 ans, qu'est-ce que tu veux prouver ?» Et puis, de toute façon, c'est compliqué à obtenir. En tout cas, le jour des obsèques, Thérèse et Christiane étaient déchaînées, et un peu Bernard aussi, parce que, pour une fois, notre ancien moine guérisseur, là, avait trouvé, en la personne de Thérèse, une doctoresse très partisane des médecines douces et parallèles, qui disait il y a des gens comme votre ami Bernard, des guérisseurs dont j'étudie pas la psychologie, je me contente de constater que leur méthode marche en regardant comment évolue le patient au fil des mois. Léon, pendant que nous racontions cette scène dans mon jardin, a dit, même à distance, c'est marrant, hein, cette semaine j'ai demandé à Bernard une consultation de guérisseur pour quelqu'un de lointain, et il m'a dit un truc surprenant. Bernard, l'ancien moine,
a répondu, avant tout, il faut leur dire de qui il s'agissait. Non, non, pas tout de suite, on va voir s'ils vont deviner. Et Léon, là, nous a rappelé sa propre prédiction selon laquelle un homme providentiel se lèverait avant l'élection, non pour chasser l'actuel président, mais pour prendre sa place lorsque celui-ci, frappé de plein fouet par des révélations américaines, allait renoncer à se présenter. En gros, tu veux dire Philippe de Villiers, a dit l'abonné au Monde, dommage pour toi, il brille par son absence, au contraire. Et Léon a continué imperturbable. Il se trouve que, comme on sait ce que j'en pense, j'ai reçu plusieurs mails sur Internet me disant que je faisais fausse route parce qu'il était très malade. C'est pourquoi j'ai demandé à Bernard, avec son intuition qui franchit les distances, de se concentrer sur cette question et de me dire de quel côté il penchait. Et il m'a confirmé qu'on accentuait exprès en ce moment cette rumeur de rechute de Villiers pour lui nuire. C'est le même principe que lorsque des vieilles du village disent de notre ami écrivain, là, qu'il ne va pas rester et que sa maison est en vente. Bernard m'a dit, et il peut vous le confirmer, cette chose un peu ahurissante, il y a un cabinet noir en ce moment qui travaille pour Macron en secret sur les réseaux afin de faire croire en permanence ceci et cela. Ça veut dire quoi, ceci et cela, a dit l'abonné au Monde? Eh bien, par exemple, que Villiers est très malade et qu'il ne veut pas y aller, etc. Déjà, si c'était vrai, au moins il l'aurait dit. Quoi il l'aurait dit? Ça, qu'il n'irait pas. Mais non, il n'ira pas, dit l'abonné au Monde, tu plaisantes sur un ton qui signifiait toutefois qu'il avait encore besoin de s'en convaincre. Et là, Léon m'a pris à témoin avec mon histoire de photo d'apostrophe qui franchissait des années et les distances pour arriver dans ma boîte la nuit de l'enterrement de mon ami. Et il a dit une chose, c'est que si quoi que ce soit doit se produire, parce que la Providence l'a décrété, elle se produit. Il n'y a plus aucun obstacle. Et là, je dirais, moi, que dans le cas du pouvoir actuel, c'est une lutte métaphysique qui est engagée. Les gens en place rigolent visiblement de la Providence, ils croient qu'elle se programme, ils pensent qu'ils peuvent tout se permettre devant elle, qu'ils ont tout prévu, tout calculé, parce qu'ils sortent des affaires sur leurs adversaires, par exemple, Raoult, Sarkozy, Dati, etc., parce qu'ils achètent tout et tout le monde, et parce qu'ils ont prévu probablement déjà de trafiquer les votes. Mais s'ils doivent tomber, ils tomberont. Donc d'abord Bernard m'a convaincu que des gens étaient payés pour laisser entendre en ce moment que Villiers était malade. Ensuite, j'ai creusé la question avec ce que vous appeliez mon intuition, et la piste que je vous donnais là récemment s'est vérifiée. La vérité américaine finira par provoquer la chute des menteurs de chez nous. La faute originelle de l'aventure politique du petit Macron, là, c'est son élection tirée par les cheveux, notamment pour ce qui est du financement, un financement carrément mafieux. Et là, Vladimir est arrivé, et il a attrapé les derniers mots au vol, et il a dit « Les hackers russes vont balancer ce qu'ils savent sur l'affaire Alstom, tu vas voir ». C'est pas la peine, a dit Léon, les Américains vont le faire avant, et la justice française, pour une fois, ne pourra rien étouffer. Le principe de tout ça, a continué Léon, c'est que la vérité aussi s'est mondialisée. La tapisserie commence à se défaire côté américain, par conséquent, le tissu des mensonges français commence à se déchirer aussi. Et là, l'abonné au Monde a osé dire « Quel mensonge !» Alors là, il y a eu un silence consterné. Christiane lui a répondu « Un tiers des médecins français attend la chute du pouvoir pour oser parler. Un tiers, tu m'entends? C'est Thérèse qui me l'a dit le jour de l'enterrement. Elle fait des pointages depuis le début dans toute la région sud. C'est incroyable. C'est elle qui m'a parlé de ceux qui établissent des certificats après avoir vacciné le coussin. Ils sont des milliers nationalement à avoir refusé ou fait semblant. Pour ma part, j'ai raconté 2 ou 3 choses vues le jour de l'enterrement de la fameuse tante. Il y avait beaucoup de médecins dans cette famille, et notamment l'un d'eux qui, sachant que j'avais une rubrique sur Internet, m'est tombé dessus pour me marteler une cascade de vérités obligatoires officielles. Malheureusement pour lui, j'avais Gustave à côté de moi qui avait bu 2 verres de Gaillac. Et alors, la vérité officielle de ce type, c'était, déjà, faut voir le type, hein, médecin, 70 ans, Légion d'honneur, masqué pendant tout l'enterrement, cimetière compris, alors que les jeunes internes, eux, ne l'étaient pas, puis s'embrassaient sur les 2 joues. Donc, la vérité officielle de ce monsieur, c'était, il faut faire gaffe, il y a une recrudescence en ce moment. Mais heureusement, les gens vaccinés sont protégés des formes graves. La 3e dose est nécessaire, etc. Et le clou de son discours, qui était vraiment calibré pour son milieu de crétins, c'était « Barnier est très bien, je pense que c'est lui qui va l'emporter ». Et là, malheureusement pour lui, Thérèse est passée, et elle lui a dit « Écoute, je suis médecin comme toi, je suis pas moins compétent, d'ailleurs même plutôt plus. Et moi, je te dis que les vaccinés meurent comme les autres. Enfin, il y en a 4 par jour, c'est quand même pas non plus la Bérésina. Et que la recrudescence dont tu parles, c'est du n'importe quoi, ils mettent tout dedans. »
ils sont en train d'essayer de réintroduire la grippe normale. En vérité, ils ont déprimé tous les systèmes immunitaires, c'est pour ça qu'il y a plein de rhumes, de gastro, tout ça. Alors maintenant, tu vas voir ce qui va se passer. Ils vont d'abord essayer de charger la mule, je parle de la Buzyn, la pauvre chérie qui va se mettre à pleurnicher comme d'habitude, avec sa gueule sortie de la comtesse de Ségur, non mais t'as vu la coiffure, et qui paniqué va balancer sur tout le monde, enfin paniquer au sens propre, hein, parce que pour le reste, c'est pas mes affaires. Oui, Thérèse est comme ça. On a quand même, nous a-t-elle dit, des enregistrements où un membre du comité scientifique, son chef d'ailleurs, le chef du comité, l'horrible Defraischi, a fait son rapport à Fauci, le diable américain, qui fait modifier les virus de chauve-souris exprès pour tuer des gens, et il lui disait, en gros, je fais ce que je peux pour retenir la vérité, mais c'est dur. Ensuite, nous a-t-elle dit, on a des enregistrements aussi en caméra cachée de gens qui travaillent pour la société tentaculaire qui fabrique la dernière potion autorisée. Là, je te rappelle que toutes les autres marques ont des problèmes en ce moment. Et ces gens, donc, qui travaillent pour Tentacule Co., attention à la prononciation, ces gens disent, putain, j'ai l'impression de travailler pour une compagnie diabolique qui te fourgue un truc moins bon que de tes défenses immunitaires. Et qui a bel et bien utilisé des cellules de fœtus avortés pour des études préliminaires. Alors oui, je répète, nous a dit Thérèse, qu'il y a des films qui existent où de jeunes ingénieurs de chez Pfizer te disent en caméra cachée, au café d'en face, tout ce que je viens de t'énoncer. Tu ajoutes à ça qu'on vient de trouver des photos atroces des labos où on fait des études sur les chiens financés par le contribuable américain. Et là, tu vas voir que toutes nos protestations sur les effets secondaires vont finir par compter pour rien. À côté des chiens torturés, c'est une bombe atomique, cette histoire devant l'opinion. On dit les gens oublient, mais là, ils n'oublieront pas. Ça, tu peux me croire. Et Léon a dit sur un ton d'oracle, elle a raison, Thérèse. En plus, c'est ce que je vous disais, la vérité américaine finit toujours par arriver en France. Tu vas voir dans 15 jours le débat sur les chiens torturés pour le compte des instituts français, parce qu'il y en a plein, évidemment, en France aussi, va débouler dans le paysage chez nous aussi. Brigitte Bardot va s'en mêler. En plus, le labo immonde, là, qui leur fait dévorer le museau par des asticots, se trouve en Tunisie. On va commencer à comprendre que l'argent qui fait des vaccins qu'on doit s'injecter tous les 6 mois, des vaccins dont le prix augmente en plus de 20% tous les 6 mois aussi, a une odeur dégueulasse, celle des chiens bourrés d'asticots par les médecins fous, des chiens dont en plus on a coupé les cordes vocales pour qu'ils n'aboient plus de douleur. Donc, où que tu regardes, la vérité est en route, une vérité qui montre sa cruauté et la cupidité de tous ces gens, une vérité tellement redoutable qui commence à paniquer complètement en sentant monter le tsunami de l'opinion derrière eux. Et c'est là que ça devient dangereux, parce qu'ils vont vouloir détourner l'attention de leur leader par tous les moyens. Attentats soi-disant déjoués, ça a déjà commencé, campagne de presse, etc. Tout ça pour empêcher les peuples de voir la réalité. Détourner l'attention, tu t'en aperçois quand tu vois les bateaux qui ne peuvent plus entrer au port un peu partout et quand on essaie de t'expliquer que les dockers veulent être payés plus, que c'est du syndical. Parce qu'en fait, pas du tout. C'est tout simplement parce qu'ils ne veulent pas être piqués. C'est comme les militaires, les sportifs, quand tu as besoin d'être en forme sur le plan physique, musculaire, tu as tendance à préférer l'ivermectine. Ensuite, on essaie de les obliger, ces gens, à y aller, mais ça marche pas non plus. Alors, les gouvernements croient que les gens vont penser à autre chose quand les magasins seront vides, donc ils laissent faire. Et non, t'as qu'à voir en Italie, a dit Gustave, qui passait sa vie sur la chaîne Canale Cinque, ils ne pensent pas du tout à autre chose, ils sont dans les rues tous les soirs et ils pensent qu'à ça. Justement, a dit Léon, c'est une course au mensonge en ce moment. Les pouvoirs publics vont essayer de faire croire que si les magasins sont vides, c'est parce que les gens sont dans les rues, alors que c'est le contraire. C'est parce qu'on les affame qu'ils sortent, et s'ils sont affamés, c'est de vérité avant tout. En tout cas, à Campagnol, a dit Vladimir, heureusement que nous avons des vieux Italiens pour regarder la télé italienne et nous raconter ce qui se passe, parce que, avec ce que montre LCI, tu aurais l'impression qu'à Milan, Trieste, Bologne, etc., il n'y a que des pigeons sur les places publiques. À la Libération, je te garantis, a-t-il dit, qu'il va y avoir de journalistes dans le box et du gros. Et là, l'abonné au Monde, pour faire diversion, a choisi ce moment pour essayer d'atteindre Vladimir dans son orgueil pro-russe, en lui disant, en attendant où Poutine décrète un confinement d'1 semaine parce qu'il a la trouille, et parce que ça s'étend chez lui comme partout ailleurs, mais c'est normal, ils sont pas vaccinés. Alors Vladimir a répondu, mon Poutine n'a jamais la trouille, comme tu dis, tu laisses ça à Justin Trudeau et à Macron, ça c'est des trouillards. 2, un confinement d'1 semaine à Moscou et dans les villes russes, sur le plan sanitaire, c'est un coup d'épée dans l'eau.
Alors pourquoi le fait-il? Eh bien pour calmer l'opinion, la sienne et celle du monde entier, pour dire, vous voyez, j'ai tout essayé, je voulais juste vous prouver que le confinement n'a aucun effet, et pour prouver que ça marche pas, une semaine suffit. Il a pourtant appelé à se vacciner, comme les autres, a dit l'abonné au Monde. Non, pas comme les autres. D'abord, son vaccin, à lui, ne rapporte pas des millions. Il n'est pas génétique, il est classique. Ensuite, il a dit au peuple russe, s'il vous plaît. Je n'invente rien. Il a dit, s'il vous plaît, faites-le, allez vous faire vacciner, c'est mieux. Tu imagines un dirigeant occidental dire s'il vous plaît, tu imagines Macron dire s'il vous plaît aux Français. Non, il dit plutôt que ça vous plaise ou non, vous allez prendre un rendez-vous pour le faire. Pour faire, entre parenthèses, la fortune d'un labo américain. En plus, il ne veut pas de celui des Russes, du vaccin des Russes. En attendant, a dit l'abonné au Monde, il dit peut-être pas s'il vous plaît, mais il a 70% contre 30 en Russie. Là, Bernard est intervenu, il a dit, c'est peut-être qu'il se trouvera les Russes, du désastre, parce que va savoir. Thérèse, pendant le cocktail, après l'enterrement, a été formelle, elle a dit, le choc, c'est juste après Noël. Quand les gens qui se croient à l'abri vont commencer à choper tout ce qui passe, y compris les mycoses, on va leur dire, mais c'est normal, vous n'avez pas la 3e dose. À ce moment-là, le gouvernement va essayer de punir leur méfiance en les empêchant d'aller au ciné. Plus de passe, donc, là, gros coup de colère. Ici, rien qu'au village, j'ai fait un test, tous les gens disent, ils n'ont qu'à aller se faire foutre avec leur 3e dose. Tu ajoutes à ça le coup des chiens torturés par les labos. Léon a raison, à lui seul, ce détail, si on peut dire, va faire comprendre qu'on est dans un univers parfaitement inhumain. Ce qu'ils font aux chiens, ils le feront tôt ou tard aux hommes, et on va le rejeter en bloc. Déjà, et là on a senti que Bernard parlait du fond du cœur, il a dit, moi en tant que paria qui essaye de guérir, de soulager, et qui se contente de regarder le résultat, et qui en plus ne suis pas payé pour ça, là l'abonné au Monde l'a arrêté en lui disant, ils disent tout ça, ils sont pas payés les guérisseurs, mais quand on gratte, en fait, vous pouvez gratter ce que vous voulez, mon cher ami. Ma sœur m'a laissé en mourant de quoi vivre et de quoi payer, Suzanne et mes impôts fonciers jusqu'à 145 ans, au taux d'inflation actuel, donc je vous confirme que je ne touche pas un radis des patients, et si les gens veulent me payer, je leur dis d'envoyer un chèque au Secours catholique ou à l'évêché. Donc je disais, moi, en tant que paria du soin, je vois que cette inhumanité à propos des chiens de labo, on la retrouve chez les médecins. Et je vais me te dire une chose, m'a-t-il dit à moi, le tiers des médecins, les réfractaires parmi lesquels Christiane et Thérèse, le tiers a très bien compris que nous sommes entrés dans l'ère de la vérité aussi sur le plan, sur la profession médicale, infestée de gens qui n'ont rien à y faire. De même que dans certaines professions comme l'enseignement, un pourcentage considérable du personnel est là pour des raisons pas claires du tout et montre un intérêt, disons, ambigu à l'égard de la jeunesse. Et bien de même, la profession médicale est devenue le refuge progressivement de tous les caractériels cinglés qui aiment dominer, manipuler autrui, s'arroger sur lui un pouvoir, le contraindre, voire le faire souffrir et l'humilier. Avec la société d'abondance, les jeunes ont pu choisir leur vocation à 20 ans, contrairement à la génération d'avant qui faisait ce qu'on lui disait. Et là, tous ceux qui voulaient se glisser dans une profession où on écrase autrui ont pu le faire sans problème. Et Christiane a pris le relais tout en disant qu'il fallait qu'elle y aille, en brandissant ses clés de voiture comme d'habitude. Elle a résumé ça en termes beaucoup plus imagés, d'autant que ce sujet était celui d'un livre qu'elle écrivait à la faveur de sa semi-activité forcée de non-vaccinés. Elle a dit: tous ceux dont la vocation dans la vie est de faire chier autrui se sont rués sur la médecine, et quand ils se sont sentis frustrés parce qu'il n'y avait pas assez de pognon à se faire ou de gonzesses à culbuter, et je parle aussi des femmes, de patients à terroriser, ils se sont rabattus sur la politique. C'est Gustave qui m'a montré le pourcentage de médecins en politique, il est considérable, il est scandaleux. On peut parler d'une véritable maladie mentale. Et là, nous voyons en ce moment le résultat. Le fameux comité scientifique a pris le relais de toutes les instances, Parlement, Conseil d'État, Conseil constitutionnel. Gustave lui a dit, si c'est ça le sujet de ton livre, ma pauvre, tu n'auras pas d'éditeur. Ça fait rien, a-t-elle répondu, je publierai sur Amazon comme Camus ou comme Zemmour. Tu parles d'une référence, a dit l'abonné au Monde. Ou comme notre ami, a dit Gustave en me tapant sur l'épaule, mais lui c'est encore pire, il vient de mettre gratuitement l'un de ses livres à la disposition des gens. Mais on connaît déjà ça, ça fait 2 mois déjà. Non, non, un autre. J'ai confirmé, un autre livre, j'ai expliqué que, comme j'en avais un peu assez de voir Zemmour illustrer des idées que j'avais publiées il y a presque 20 ans, et presque sous le même titre, en 2005, en plus au moment où nous les écrivions dans la même colonne au Figaro, et ben j'ai décidé de mettre à la disposition des curieux ce texte devenu gratuit, on trouvera l'adresse en incrustation, pour prouver que si toute vérité est bonne à dire, et là c'est la même vérité, d'où les titres quasi identiques, le premier s'appelle « La France mérite mieux que ça », l'autre « La France n'a pas dit son dernier mot »,
Cette vérité doit être dite par des gens adoubés, approuvés par le système au terme d'un processus de mise à l'épreuve. Il faut appartenir au bon côté de la société, il faut avoir donné des gages, il faut avoir été invité à s'introduire dans les esprits par la télévision de service public pendant des années, d'apparitions récurrentes, hebdomadaires, et rien de tout cela, l'aurais-je dit, n'est improvisé. Et là, l'abonné au Monde est devenu fou, il s'est mis à faire de l'ironie méchante sur le thème de l'écrivain raté, moi je suppose, et je l'ai arrêté tout de suite, j'ai dit, écoute, c'est aux gens d'aller voir tout ça par eux-mêmes, hein. Je ne vends rien, ça ne leur coûte rien, ils n'ont qu'à télécharger, lire et comparer, et j'ai surtout expliqué à ceux qui m'écoutaient dans le jardin, à Christiane notamment, que dans ces années postérieures aux attentats du 11 septembre, l'Amérique avait essayé de reprendre en main l'opinion des journaux français, notamment en faveur de la guerre d'Irak, et au Figaro ça tombait bien parce que l'actionnariat était devenu américain dans ces années-là. Donc tous ceux qui étaient plutôt du côté de Villepin, des anti-OTAN, anti-Colin Powell, je sais, celui qui vient de claquer du Covid malgré ses 2 doses, eh bien tous les éditorialistes anti-atlantistes, dont moi, qui parlais tous les 2 jours à Alain Pierrefitte avec qui je me répartissais les sujets, tout cela ont été virés du journal au profit de gens compatibles, dont notre ami Zemmour. C'est comme ça, j'y peux rien, en plus c'est vérifiable, l'aurais-je dit. Donc, là c'est Gustave qui parlait, donc compatible, tu veux dire, avec la puissance coloniale américaine. Gustave a dit encore, selon toi, il a donc les meilleures chances d'être élu, le Zemmour. Il a les meilleures chances de nous confirmer, de nous enfermer dans la vocation de vassaux de l'Amérique, sauf s'il comprend que ça va se voir un peu trop, lui ai-je dit, sauf si l'Amérique devient moins désirable. Mais c'est Léon, et je conclus, qui pourrait nous raconter ce qu'il voit pour la suite, parce que moi, je ne suis pas extra-lucide. Et moi, je suis tout au plus lucide, pas extra, a dit Léon. Ce que je vois, outre le fait que Villiers puisse encore très bien devenir, en fin de compte, l'oncle tutélaire gaulliste, donc anti-atlantiste, de son Vibrion de neveu vendu à l'OTAN, et même jusqu'à devenir président, je le maintiens, si Macron n'y va pas. Non, moi je préfère parler de ce que je vois le plus en ce moment, de la manière la plus éclatante. C'est un mot qui flash, figurez-vous, c'est le mot Gatesgate, en référence au Watergate, au Hillarygate, mais ça sonne beaucoup mieux. Ce que je vois, c'est que Bill Gates a une position incroyablement centrale dans tout ce qui nous arrive. Il est le grand corrupteur avec son copain Choros, un personnage de nature biblique pour moi. Enfin, je veux dire, moi, je vois surtout ce genre de nature quand je regarde l'histoire du monde. Je vous l'ai déjà dit d'ailleurs, il va se heurter de plein fouet à un chevalier blanc incroyablement plus brillant que lui, qui s'appelle Elon Musk. Et là, le décor est planté, on est dans le Seigneur des Anneaux. C'est Saruman contre Gandalf le Blanc qui se disputent un pouvoir divin. Et tu fais quoi des autres, Zuckerberg? Alors Zuckerberg, c'est un esclave de Gates. Et de Bezos, pareil. Ils sont tous des esclaves, comme l'OMS, comme les gouvernements, comme le journal Le Monde. Donc pourquoi Gates est-il au centre de tout, nous a-t-il dit? Parce qu'il a flatté ce qu'il y a de pire partout. La dissimulation, la concupiscence, le pouvoir de l'argent, les mensonges obligatoires, le vol de compétences, il s'est allié à la Chine, il a investi massivement dans le vote électronique, dans le vaccin qui reprogramme la cellule, dans l'intelligence artificielle orientée, dans les robots garde-chourme, dans la reconnaissance faciale. Il achète des terres agricoles partout en ce moment, on ne sait pas pourquoi, mais on va le savoir bientôt. Il a pris l'avion 6 fois vers l'île maudite du fameux Epstein. Il en sait plus que n'importe qui sur tout le monde. Sa femme s'est séparée de lui quand elle a compris qui il était vraiment, mais visiblement les gouvernements, eux, tardent à le comprendre. Sauf Poutine, a dit Vladimir. Ah, en effet, lui sait très bien qui et où est son ennemi biblique, et ce ne sont ni Trudeau ni Macron qui sont, eux, des sous-programmes, des routines, des macros, des scripts sans importance dans le programme général. Non, les 2 grands codeurs, les 2 grands hackers mondiaux du moment, ce sont Gates et Poutine. Gustave a dit, je trouve ça passionnant, on se croirait aux échecs, continue. Tu as raison, a dit Léon, c'est des échecs, il y en a un qui bouge sans arrêt, l'autre qui se contente de placer des pions pour interdire les mouvements. Et alors, ton pronostic sur la partie? Mais je veux pas faire un tableau général, c'est trop vaste, a dit Léon. Alors, fais-nous un résumé. Un mot, je vous l'ai dit, Gatesgate, ça résume tout, c'est le mot que je vois imprimé partout, tu sais, comme dans les films, quand tu vois la carrière des vedettes en accéléré, les titres de journaux des films sous la caméra, Gatesgate sera peint sur les murs, diffusé en bandeau télé, en manchette dans la presse. Elon Musk va aider à faire tomber ce type parce qu'il le prend pour un rampant, pour un inférieur, ce qu'il est. Musk va oser faire une allusion publique à sa vie privée et va tout sortir un jour ou l'autre.
Elon Musk ne vaut pas mieux, a dit Bernard, il paraît qu'il veut développer une interface entre cerveau et robot. Valdemir a dit, ça dépend, hein, si tu es tétraplégique, ça peut aider. Mais Léon, qui parlait sérieusement, a dit, je parlais là de la vie privée, de la nature personnelle de Gates. La grosse différence entre les deux, c'est que Musk est horrifié depuis toujours par les histoires de mœurs. Le premier est un rat, l'autre, Musk, est un aigle. Il ne cherche pas à s'étendre, à ronger, à dévorer, il cherche à s'élever. Et je vous l'ai dit, je le tiens, lui, pour l'antéchrist. Qui ça, Musk? Oui, oui, enfin, j'en suis pas sûr à 100%, mais c'est un bon candidat en tout cas. Tout lui réussit ou presque, il va faire des miracles technologiques, il en fait déjà d'ailleurs, il sera au cœur de la découverte de la nouvelle énergie, il va séduire les foules, il va avoir la peau de Bill Gates un jour ou l'autre, qui n'est pas un magicien, qui est un truqueur, qui est un voleur d'idées, un voleur d'âme, et qui n'a aucun accès à la matrice parce qu'il ne parle qu'aux forces mauvaises. Et alors, a dit Gustave, ton Musk, lui, va se retrouver face à Poutine. Exactement. Et là, on va voir qui a l'oreille de Dieu et qui prétend se substituer à lui. Parce que je vous rappelle que l'antéchrist, c'est ça. Et toi, tu as ton idée, a demandé Vladimir. Eh ben moi, je pense qu'il faut se méfier des magiciens. C'est tout ce que j'ai à dire. En tout cas pour aujourd'hui, ajouter, et c'est pas plus mal parce qu'on a été long. À bientôt, merci.